Allez, on va changer complètement de sujet et on va parler de sport. Bonjour Sacha Nokovic, vous allez bien Sacha? Tout va bien. Chaque Bonjour. semaine, vous décryptez ici l'actualité du sport et des médias et vous voulez commencer aujourd'hui par nous parler d'une affaire de triche de grande ampleur. Et oui Thomas, vous le savez, on parle beaucoup de foot en ce moment, des affaires Pogba, des affaires Amraoui, de l'affaire de la fédération notamment, mais il n'est pas le seul, puisque le monde des échecs, habituellement, on va le dire, assez sage, policé, voire chiant, et un peu trouble. Depuis le début du mois, je vous raconte l'histoire, ça commence le 5 septembre, on est aux États-Unis à la Sinquefield Cup, c'est un grand tournoi d'échecs, avec Magnus Carlsen, norvégien, 31 ans, quintuple champion du monde, qui se fait sortir par un petit jeune américain de 19 ans qui s'appelle Hans Niemann. C'est vexant ça. Ça fait mal. Donc Carlsen claque la porte du tournoi, tout le monde le pense évidemment vexé, mais dans la foulée, il publie sur Twitter une vidéo bien connue des internautes, ce qu'on appelle un mème dans le jargon, une déclaration de l'entraîneur de foot José Mourinho, pleine de sens. Je préfère ne pas parler. Si je parlais, j'aurais de gros ennuis. Voilà, en un tweet, en une vidéo, Carlsen jette immédiatement le doute sur la probité du jeune Niemann. Tout le monde comprend l'accusation. Ce dernier aurait triché. Et 2 semaines plus tard, les deux hommes se retrouvent, cette fois lors d'un tournoi en ligne, et Carlsen quitte la partie après avoir joué un seul petit coup, sous les yeux forcément ébahis des commentateurs. And what? Non. What? Non. Et il est parti. Il est parti, oui. Il a quitté sa chaise, quoi. Il s'est déconnecté. Là, il s'est déconnecté. Fin de la caméra, fin du coup, fin du tournoi. Et le message est passé. Carlsen ne joue pas avec celui qu'il considère comme un tricheur. 3e étape, c'était cette semaine. Le numéro 1 mondial se montre enfin explicite. Il publie un long message sur Twitter et il écrit « Je crois que Niemann a plus triché et encore plus récemment qu'il ne l'a admis publiquement. Problème, toujours pas de preuve. » Parce que ce jeune Niemann, il avait déjà triché? En tout cas, à 2 reprises. C'est lui-même qui l'a reconnu lors de parties en ligne lorsqu'il avait 12 et 16 ans. Ça lui avait d'ailleurs valu d'être banni du site internet d'échecs le plus populaire qui s'appelle chess.com. Mais pour les tournois présentiels, pour l'instant, aucune preuve, je vous l'ai dit. On a quand même une joueuse française qui s'appelle Yosha Iglesias qui a analysé le jeu de l'accusé grâce à une base de données sur les échecs, sur sa chaîne YouTube, sur une vidéo qui est très bien faite. Franchement, si vous avez une vingtaine de minutes, je vous la recommande. Elle explique que le jeune américain a joué des dizaines de parties au niveau de ce qu'aurait fait un ordinateur. Elle a même détecté que pendant 9 parties, Hans Niemann a joué à 100% comme l'aurait fait une machine. C'est suspect. C'est du jamais vu. Il n'y a jamais eu de telle stat dans le monde des échecs. Donc forcément, on s'interroge. Sauf que là, comment on fait pour tricher en face à face physique avec son adversaire? C'est impossible ça. Il y a 16 ans, il y avait eu un toilet gate. On pensait que un des joueurs du championnat du monde allait aux toilettes pour aller tapoter sur un logiciel. On a pu faire ça à l'école, ça a pu nous arriver nous aussi. Oui, bon. Là, c'était déjà un logiciel, un petit ordinateur. Voilà. Mais il n'y avait pas eu de preuve non plus à l'époque. Cette fois, plusieurs hypothèses. On a parlé d'une oreillette indétectable, d'un implant sous la peau et même d'un plug anal. Et oui, messieurs, un plug anal, une puce. Toute la partie. Oui, ça peut faire mal. Une puce dans l'anus qui émettrait des petites vibrations permettant de donner des indications aux tricheurs. Voilà. Oui, d'accord. En tout cas, évidemment, les joueurs essaient de trouver une solution. Ils ont eu une idée de décaler systématiquement la diffusion vidéo des parties en présentiel entre 15 et 30 minutes pour éviter tout type de communication avec l'extérieur. Et si jamais le complice se trouve dans la salle? Là, le jeune accusé Hans Niemann a encore eu une idée de génie, j'ai envie de dire, pour prouver sa bonne foi. Jouer tout nu. Ah carrément. Oui, ça peut être une solution effectivement, et puis ça peut élargir le public qui est concerné par les échecs, c'est pas bête. Alors eux ne pilotent pas tout nus, mais les stars de la Formule 1 reprennent leur volant ce week-end avec le Grand Prix de Singapour. Et vous vous êtes interrogé, Sacha, sur l'intérêt médiatique de cette fin de championnat du monde. Oui, parce que la saison dernière, on avait une fin de championnat du monde absolument incroyable. C'était fou. Le titre s'était joué entre Max Verstappen et Lewis Hamilton dans le dernier tour de la dernière course. Souvenez-vous. C'est fou! Dans le dernier tour de course, les derniers virages! Le dernier virage! Max Verstappen est champion du monde! Max Verstappen! C'est génial, la perte de voix en direct, j'adore. Mais là, évidemment, cette saison, c'est un peu plus calme. Verstappen, il écrase tout. Tout le monde s'accorde à dire qu'il est même déjà champion du monde. Il est énorme. Même s'il lui manque une petite poignée de points. Encore, Voilà. Malgré tout, ça se voit pas dans les audiences du diffuseur Canal+, puisque la F1 reste le 2e sport le plus consommé sur la chaîne cryptée, derrière la Ligue des champions de foot, avec 1,2 million de téléspectateurs en moyenne par course. C'est en hausse de 6% sur la saison dernière, qui était déjà la saison record. Mais j'ai quand même demandé à Julien Febvreau, le commentateur de Canal qu'on vient d'entendre, franchement, quel intérêt de suivre cette fin de saison sans suspense? Il a quand même des arguments.
Il y a plein de bonnes raisons de regarder cette fin de saison et les derniers Grands Prix, notamment à Singapour, où on se retrouve après 2 ans d'absence sur un circuit extrêmement difficile. C'est le plus compliqué de la saison. Les pilotes vont perdre entre 4 et 5 kilos dimanche en 1h30 ou 1h45 de temps. Donc c'est le Grand Prix le plus physique de l'année. Et puis il y a cette bataille de Ferrari qui essaye de résister au retour de Mercedes au championnat. Mercedes qui essaye de remporter un Grand Prix cette saison. Hamilton n'a jamais passé une saison depuis 2007 sans au moins remporter une course. Est-ce que ce record incroyable va tomber cette année? Et aussi de savoir si McLaren Alpine, la bataille pour la 4e place du championnat, va tourner à la faveur de l'écurie française ou britannique. Pour l'instant, avantage à Alpine. Convaincu Thomas, vous allez suivre. Il a quand même quelques bons arguments, c'est vrai. Voilà. Et moi, vous savez, je suis un peu en décalé parce que je regarde en fait l'année suivante sur Netflix ce que ça a donné dans le Formula One, vous savez, qui est la série autour de la Formule 1. Vous êtes ce nouveau public. Bien sûr. Jeune, féminin. Féminin, absolument, oui. Et c'est vrai que ça a fait beaucoup de bien à la Formule 1. Ça a amené un nouveau public à la Formule 1. Bah, ça explique ces audiences extraordinaires, en effet. En tout cas, il y a un petit hommage que je voulais faire quand même, parce qu'il y a un grand fan de Formule 1 dans cette émission habituellement, c'est Philippe Vandel. Ah bah oui. Et comme il était malade cette semaine, je voulais finir cette chronique avec un petit message pour lui quand même. Accélère, accélère, ne lâche pas. Il ne va pas lâcher, Philippe, évidemment, il est en pleine forme, je vous le rappelle, je l'ai eu au téléphone, tout va bien. Et il sera de retour évidemment la semaine prochaine. Il a des chances d'être champion du monde, Verstappen, là, ce week-end? Dès ce week-end à Singapour. Bon, je savais que vous alliez un petit peu me chauffer là-dessus, donc je me suis renseigné. Alors il faut qu'il gagne la course pour ça, évidemment. Avec le tour bonus, vous avez des points supplémentaires. Ouais. Il faudrait alors que Charles Leclerc, qui est second au classement général, termine au mieux 8e, que Sergio Pérez termine au mieux 4e. Ouais, non, c'est pas gagné alors. Et s'il gagne sans le point bonus, il faudrait que Leclerc termine au mieux 9e et Pérez au mieux 5e. Vous avez tout compris, j'en suis sûr. Absolument, j'ai tout retenu, j'ai tout noté, bien sûr. En tout cas, si c'est pas cette fois-ci, ce sera certainement pour le prochain Grand Prix. Merci beaucoup, merci Sacha. On vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, on peut bien sûr vous lire dans l'équipe.